Bonjour et bienvenue dans ce deuxième chapitre de droit en classe de terminale technologique, l'exécution du contrat. Au programme de ce chapitre, qui sera assez court, deux grandes séances, une séance sur l'exécution forcée du contrat et une autre séance sur les conséquences de l'inexécution du contrat. Les capacités à maîtriser seront de qualifier une clause contractuelle et d'identifier les sanctions applicables en cas d'inexécution du contrat. Au niveau des notions, on verra tout d'abord le cas de l'inexécution et de l'exécution du contrat, l'exception d'inexécution et la mise en demeure. Dans la séance 2, on parlera des différentes clauses, notamment de la clause pénale, on parlera des clauses abusives, ainsi que du cas de la résiliation et de la résolution du contrat. Commençons donc par la première séance, l'exécution forcée du contrat lorsqu'il n'est pas respecté. Dans le cas des contrats synallagmatiques, donc par exemple les contrats de prestation de service, je rappelle que contrat synallagmatique, ça veut dire qu'il y a des prestations réciproques, vous avez donc, dans ce cas par exemple, un plombier qui doit réaliser une prestation de plomberie pour un client. Le client, lui, en contrepartie, son obligation, c'est de payer la prestation. Si par hasard, le plombier ne réalise pas correctement sa prestation de plomberie, qui ne réalise pas du tout même sa prestation de plomberie, le client peut ne pas payer la prestation en contrepartie. C'est ce qu'on appelle l'exception d'inexécution. L'exception d'inexécution, c'est le droit qu'a chaque partie dans un contrat synallagmatique de refuser d'exécuter la prestation à laquelle elle est tenue, tant qu'elle n'a pas reçu la prestation qui lui est due. Dans ce cas, donc, le créancier n'exécute plus non plus ses obligations. Par exemple, si un salarié ne vient plus travailler, eh bien, l'entreprise peut suspendre le versement des salaires. Bien entendu, évidemment, le créancier doit prouver que son débiteur n'a pas respecté le contrat. Pourquoi ça s'appelle exception d'inexécution? Eh bien parce que, en dehors de cette situation, le contrat doit être respecté comme si c'était la loi. L'article 1103 du Code civil dit « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». Ça veut dire qu'un contrat réalisé correctement a la même valeur qu'une loi pour ses parties. On dit que le contrat est la loi des parties. C'est un principe, c'est le principe de la force obligatoire du contrat. Mais qu'est-ce qui se passe dans le cas où, malgré l'exception d'inexécution, eh bien, il ne se passe toujours rien? Étape suivante, c'est la mise en demeure. La mise en demeure, c'est un acte juridique qui émane du créancier pour exiger l'exécution du contrat. Elle peut prendre plusieurs formes, une lettre recommandée avec accusé de réception, un mail, une citation en justice, et n'importe qui peut envoyer ce document. C'est un document donc qui constate le retard du débiteur et qui prend en compte les intérêts de retard, qu'on appelle aussi intérêts moratoires, qui s'ajoutent à la dette principale. Lorsque la mise en demeure a été effectuée, c'est la première étape de l'exécution forcée. Lorsque la mise en demeure a été faite, on peut passer à la phase judiciaire. Si le débiteur refuse d'accomplir son obligation après la mise en demeure, le créancier doit alors demander au juge de le contraindre à s'exécuter. Par différents moyens, c'est l'exécution forcée du contrat. Le juge, à ce moment-là, va donner un titre exécutoire au créancier, une injonction de payer, et le créancier devra donc aller voir un huissier pour faire réaliser l'exécution forcée, à l'aide de saisies, d'astreintes, de dommages et intérêts, etc. Cette exécution forcée, c'est ça qu'on va étudier maintenant. Quand on est dans le cas d'une obligation de donner, donc de donner un bien ou de donner de l'argent, ici, on parle des saisies. Alors, il y a plusieurs types de saisies. La saisie conservatoire, c'est-à-dire que les biens du débiteur sont bloqués en attendant le paiement. Quand il aura effectué son obligation, quand il aura donné ce qu'il devait donner, ces biens lui seront de nouveau utilisables. On a aussi les saisies exécution, avec le cas des saisies en nature, quand ça touche un bien meuble corporel, on vous prend le bien et c'est tout. Une saisie immobilière, quand l'obligation de donner portait sur un bien immeuble, et on peut aussi utiliser une saisie arrêt, où on cherche simplement à prendre directement sur le salaire de la personne pour payer ce qu'il fallait payer. Dans le cas d'une obligation de faire, donc plus une obligation de donner, mais une obligation de faire, on se pose la question si cette obligation de faire est toujours réalisable. Si elle est toujours réalisable, on peut mettre en place ce qui s'appelle une astreinte, c'est-à-dire une somme qu'il va falloir payer par jour de retard
dans l'exécution de l'obligation. Si cette obligation de faire n'est plus réalisable, eh bien, il va falloir la compenser. Le débiteur va devoir payer des dommages et intérêts au créancier, c'est ce qu'on appelle une exécution par équivalent. C'est le juge qui va condamner le débiteur à les payer, et ce montant doit correspondre au préjudice subi. Donc, pour définir ces dommages et intérêts, c'est une somme qui est due par une partie à l'autre en réparation du préjudice qu'elle a causé, et c'est le juge qui les prononce. Ils peuvent aussi être fixés par les parties dans le contrat lui-même, ou bien être déterminés par le tribunal à l'occasion de la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle du débiteur. Pour ce qui est de mettre les dommages et intérêts directement dans le contrat, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Pour ce qui est de la responsabilité contractuelle, ce sera le prochain chapitre. Deuxième et dernière partie, les conséquences de l'inexécution du contrat. Premier élément, le cas des clauses particulières qu'on va pouvoir mettre dès la signature du contrat. En effet, lors de sa rédaction, les co-contractants peuvent anticiper la gestion de problèmes dans l'exécution du contrat. Il existe ainsi différentes clauses particulières pour pallier le fait qu'une des parties ne respecte pas ses obligations contractuelles. On en a 3 qui doivent être retenues. La clause résolutoire. Dans le cas de cette clause, si une partie ne respecte pas son obligation, le contrat est résolu, c'est-à-dire le contrat est terminé, annulé. Clause pénale, elle prévoit en avance les pénalités de retard en cas d'inexécution du contrat. On parle ici, quand on dit pénalité de retard, on parle bien des dommages et intérêts. Lorsqu'on prévoit à l'avance la présence de dommages et intérêts à payer en cas d'inexécution, dans le contrat, ça s'appelle une clause pénale. Et enfin, la clause compromissoire, qui fait qu'en cas de litige sur ce contrat, on désigne par avance un arbitre. Passons maintenant aux clauses abusives. On a l'article L212-1 du Code de la consommation qui dit que dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour effet ou pour objet de créer au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. On revient à ce qui a été dit dans le chapitre 1, la différence entre le consommateur et le professionnel dans un contrat. Le professionnel sait plus ou moins tout, il a du pouvoir, le consommateur, lui, n'en a pas. Eh bien, ces clauses abusives, elles réduisent énormément le pouvoir déjà très faible du consommateur. Comment elles fonctionnent? Eh bien, elles sont réputées non écrites. C'est-à-dire que, quand elles sont détectées par le juge, par exemple, elles sont toujours présentes dans le contrat, mais on va faire comme si elles n'existaient pas, comme si elles n'étaient pas écrites. C'est pour ça qu'on dit qu'elles sont réputées non écrites. Quelques exemples, par exemple, dans un contrat de consommation, une clause abusive, ça pourrait être une disposition qui stipule que le professionnel est le seul à pouvoir attester de la qualité du produit. Ce qui fait que le consommateur, lui, n'a pas le droit de dire « Ah bah non, ce produit, non, il n'est pas de bonne qualité ». Ça, c'est une clause abusive. Une autre, par exemple, dans un contrat de travail, ça pourrait être une clause qui impose une tenue vestimentaire aux salariés alors qu'il n'y a rien qui justifie cette tenue. Il nous reste à voir le cas de la fin des contrats. Ici, les termes vont différer selon s'il s'agit d'un contrat à exécution instantanée ou à exécution successive. Un contrat à exécution instantanée, c'est un contrat qui n'arrive qu'une fois, qui n'a lieu qu'une fois. Par exemple, un contrat de vente, je vends mon bien, je donne mon bien, en contrepartie, je reçois de l'argent. Ça arrive une fois, ensuite le contrat est terminé, c'est fini. C'est un contrat à exécution instantanée. Si on veut mettre fin à ce contrat, on le résout, c'est la résolution. On remet les choses comme elles étaient avant le contrat. On rembourse le prix, on retourne le bien, etc. C'est plus ou moins le même principe que dans le cas de la nullité qu'on avait vu dans le chapitre précédent. Quand on est sur un contrat à exécution successive, c'est-à-dire qui dure dans le temps, par exemple un abonnement téléphonique, il dure pendant un moment, vous payez tous les mois un abonnement, vous avez le droit tous les mois à un certain quota Internet, par exemple, tout comme un contrat de location, vous donnez un loyer tous les mois, vous avez toujours le droit de vivre dans le logement. C'est le même principe. Ça, c'est un contrat à exécution successive. Et quand on veut l'arrêter, c'est la résiliation. On résilie son contrat, c'est un terme que vous devez connaître. Ici, dans ce cas, par contre, les obligations vont s'arrêter pour le futur. On ne peut pas annuler ce qui a déjà été fait, évidemment. Voilà donc pour les deux termes liés à la fin du contrat. Ce deuxième chapitre sur l'exécution du contrat est terminé. Ce thème sur le rôle du contrat est lui aussi terminé. Je vous souhaite donc de bonnes révisions et une bonne journée.